quand les copains m'ont expédié passer le concours à l'IDEC, j'avais 18 ans. Et puis c'est les copains bretons uniquement qui m'ont poussé. C'est eux qui m'ont défendu après, quand j'ai eu les premiers emmerdes en tournant d'abord un truc sur les mineurs, la Grande Lutte des mineurs, enfin, en participant au tournage de la Grande Lutte des mineurs, et puis après... mais le but c'était quand même, écoute, si tu veux plus te servir d'une arme, on a quand même des choses à dire, tu as quand même des choses à dire aussi, alors si tu veux faire de la photo, la photo c'est bien, mais enfin, pourquoi pas du cinéma. Et puis, comme ça, tu pourras dire ce que tu nous racontais quand tu nous parlais d'Éluard. Tu nous disais, son truc, c'est je dis ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai. Toi, ce sera je filme ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai. Et puis voilà. Et ben voilà. Et puis c'est ce que je fais depuis maintenant, pratiquement presque 60 ans. J'avais tourné le truc aux côtés des mineurs. J'avais participé au tournage de la Grande Lutte des mineurs. Et il y a eu des élections à l'IDEC, du comité, des étudiants. On choisissait les responsables étudiants, on devait les représenter devant. Et puis il y avait une liste communiste. Dont Sautet était le leader, disons quoi. Et à côté, il y a eu une autre liste, qui était une liste apolitique, une liste comme ça, quoi. Et les gars m'ont dit qu'on va te mettre dessus pour voir. Je n'ai même pas compris exactement ce que c'était, puis il se trouve que c'est moi qui ai eu le plus de voix de tous les... Donc j'ai été élu, mais contre la liste communiste, quoi. Et Sautet est venu me voir pour qu'on discute comme ça entre nous, et puis sur les choses qu'on allait faire avec les étudiants, quoi. Et puis finalement, on est tombé d'accord sur toutes les choses qu'il fallait faire, les choses qu'il fallait demander. Il me dit, mais en fait, pourquoi tu n'es pas communiste? Je sais pas, parce que vous ne me l'avez jamais demandé. J'éprouvais pas le besoin. Il y avait des choses que je faisais comme ça, mais je n'avais pas besoin d'être dans un truc d'organisation. Là, j'avais trop de choses à apprendre à l'IDEC pour avoir le temps. Et puis je discutais avec les gars, il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas de truc. Je ne parlais pas beaucoup à l'époque, ça a changé depuis. J'étais le petit breton taciturne et rêveur, tu vois, difficile à imaginer. Et puis voilà, quoi. Alors, après, il y a... après, j'ai eu, pour pratiquement tout ce que je faisais, je ne le faisais pas à l'initiative du Parti communiste, je n'ai jamais fait un film de propagande. Simplement, ils m'ont soutenu. Et toujours pas au départ. Non, je veux dire pas au départ d'un film. En le voyant, enfin, après. Quand ils ont soutenu ma position après, surtout quand j'ai les emmerdes, ce qui s'est quand même produit assez souvent. Quoi. Mais quand j'ai été tourné au Maquis en Algérie, on m'a demandé, en disant c'est rituel, c'est quand un cinéaste va, et qui n'est pas en mission pour le parti, et qui va pas en mission de contact, il laisse sa carte à Paris pour ne pas utiliser sa carte comme une introduction. Et j'ai laissé ma carte à la fédération du parti quand je suis parti en Tunisie. Ouais. On m'a foutu en tôle côté algérien pendant qu'on me recherchait côté français pour me mettre en tôle dans une prison française parce que j'avais tourné des films aux côtés des Algériens. Enfin, tu vois, c'est ça. Je crois qu'il y a une... il ne s'agit pas de dire qu'automatiquement, quand on fait des films de ce genre, automatiquement on a des emmerdes. Mais c'est vrai maintenant que, encore maintenant, que les gars qui ont fait par exemple le film René Vauthier, cinéaste franc-tireur,
c'est Arnaud et Sabrina, deux jeunes, qui ont fait un film là-dessus, en particulier sur la période de rapport avec l'Algérie, le film, on leur demande pour le projeter dans une salle à Paris, dans une salle du 13e, une salle associative. Et on leur demande d'inviter René à venir à un débat après le film. C'est donc pas un film de Vauthier, c'est un film sur Vauthier. Et le jour où la projection doit avoir lieu, il y a les gars qui avaient invité le film, qui sont avec des tracts en main dans la cour de Confluence, devant la salle fermée, et qui distribuent des tracts disant on est obligé de supprimer la séance parce qu'on ne veut pas que Vauthier vienne discuter après la projection du film. Donc on supprime la projection du film et parce que Vauthier a témoigné un jour à un procès et qu'il n'aurait pas dû, d'après nous, aller témoigner à ce procès-là. Il est venu comme témoin de moralité à un procès. C'était un procès Garaudy. Et j'ai été parce que on m'a demandé si j'acceptais de venir témoigner lorsque Roger Garaudy a eu des procès pour antisémitisme et on m'a demandé d'autant plus de venir que j'avais eu pour l'ensemble de mon œuvre le Grand Prix du MRAP. C'est le prix du film anticolonialiste, antiraciste. Et le MRAP faisait partie des gens qui poursuivaient Roger Garaudy. Donc l'avocat de Roger Garaudy m'a demandé de venir témoigner comme témoin de moralité en disant tu as fait un film avec Roger Garaudy, Trajectoire dans le siècle, un truc qui s'appelle À contre-nuit. Je dis oui mais je l'ai fait il y a 10 ans. Il m'a dit oui, mais tu as dedans revécu avec Roger Garaudy une bonne partie de sa vie. Je dis oui, mais c'était avant les choses qu'on lui reproche. Il dit mais les témoins de moralité, ça parle de l'existence d'un mec depuis le début jusqu'à la fin. Est-ce que tu acceptes? Bon, tu as une responsabilité quand tu fais un film. Tu assumes ce que tu as fait. Là, je n'étais pas réalisateur du film. J'étais conseiller technique sur le plan de l'expression cinématographique pour ce que Roger Garaudy avait à dire. Et il n'y a rien dans le film qui puisse prêter à confusion. On lui a donné l'image pour qu'il puisse s'exprimer aussi. Et il n'y a eu aucun dérapage. Le film a été fait en 85, où j'avais connu Roger Garaudy. On me dit oui mais, on m'a dit ensuite oui mais c'est quelqu'un quand même que tu as fréquenté. Je l'ai fréquenté pendant le tournage du film. Je l'avais connu en participant à un colloque chez Mikis Theodorakis en Grèce sur culture et socialisme. S'il fallait m'inculper pour ça, il y avait d'autres qu'il fallait inculper parce qu'on était 6 Français invités de Mikis Theodorakis là-bas. Il y avait François Mitterrand, il y avait Roger Gérard Schwarzenberg, il y avait Jean Daniel, qui n'a pas pu venir, mais pour des raisons médicales, il y avait Roger Garaudy, et il y avait un historien qui s'appelle Mancheron, et puis il y avait René Vauthier. Bon, et comme j'avais filmé aussi son exclusion du Parti communiste, l'exclusion de Roger Garaudy, mais j'avais dit, on n'utilise pas ça séparément. Il y a des gens qui l'accusent, c'était à un congrès du Parti communiste, et je participais bénévolement aux images que l'on fait d'un congrès pour que ça reste en archive. Bon. Mais comme il avait été exclu, c'était un congrès de Lille en 70, 72, 70 je crois, donc 7 ans avant qu'on se retrouve en Crète, là, j'avais filmé son exclusion, mais j'avais dit, c'est vrai, on fait des choses globalement, et Roger Garaudy a été très digne dans son exclusion, plus que les gens qui menaient la charge contre lui.
Et moi, je suis communiste, mais là, je souhaite qu'on n'utilise pas les documents tournés en partie. C'est-à-dire qu'il y ait à la fois les attaques contre lui, ce qu'on lui reproche, et qu'il y ait sa réponse, et que ce soit utilisé globalement. On m'a dit d'accord. Je récuse l'argument selon lequel on considère comme appel à la fraction toute tentative de discussion ouverte, tout effort pour mobiliser l'ensemble du parti et l'ensemble de la gauche dans un débat permettant de mieux définir ensemble l'objectif commun et les moyens les plus efficaces pour atteindre cet objectif. J'ai écrit dans mon livre, et je le répète ici, je l'ai écrit à la page 14 de mon livre, l'antisoviétisme est un crime contre la France et contre la paix. Mais ce qui nourrit l'anticommunisme et l'antisoviétisme, ce n'est pas un jugement lucide et public sur les violations de nos principes. Ce sont les actes par lesquels on les viole. Lorsqu'un pays socialiste, en pleine grève des mineurs des Asturies, envoie à Franco le charbon qui l'aide à briser la grève, lorsqu'un pays socialiste, après avoir divisé le parti de Manolis Glezos, construit des centrales électriques pour les fascistes grecs, ce qui viole l'internationalisme prolétarien, ce n'est pas de dire ces choses, mais de les faire et de les taire. J'en ai terminé, et parlant pour la dernière fois à cette tribune, je tiens à dire avec tristesse, mais sans amertume, que si les méthodes du passé ont pesé pour fausser un débat, rien ne peut arracher de moi la confiance que j'ai dans l'avenir de notre parti. Notre cause est juste, notre objectif sera atteint, il le sera d'autant plus vite que nos méthodes seront plus profondément changées, et elles le seront, car même si l'on écarte quelques-uns de ceux qui les posent, les problèmes continueront à se poser dans la vie. La parole à Roger Monargent, Fédération Val d'Oise. Tu ne peux pas faire un montage, là, en coupant des choses qui te déplaisent. Quand tu fais un film qui est un compte rendu d'événements, et là, c'est un compte rendu d'événements politiques, avec quand même un jugement qui pesait sur la vie du gars. Parce qu'à la fin du truc, Roger Garaudy dit « Et maintenant, je reste communiste, je ne siégerai plus à cette tribune, je vais aller m'asseoir dans la salle, et je vais, et il traverse tout le truc. » Et les gars m'ont dit, tu as coupé le son à ce moment-là. Et j'ai rien coupé du tout. Il n'y a pas un cri, il n'y a pas un truc. Il traverse tout et il va s'asseoir au fond. Quand Roger Garaudy a eu la possibilité de faire le film dans la série Trajectoire dans le siècle, il a dit, je voudrais que ce soit Vauthier qui soit le conseiller d'image, pour mettre en image ce que j'ai envie de dire. Et on a fait un film qui a eu une très très bonne critique, que j'ai conservée dans pas mal de journaux, mais j'ai conservé surtout celle de l'Humanité, parce que justement c'était montrer qu'il y a des documents historiques qui peuvent être utilisés globalement, et on a utilisé ces trucs sur l'exclusion, parce que ensuite il disait c'est le seul moment de ma vie où je me suis demandé si je n'allais pas me suicider. Bon, et puis il expliquait ensuite pourquoi, et puis il y avait d'autres trucs qu'il racontait, qu'on a vérifié avant que ce soit dans le film. Donc j'ai été invité, j'ai dit le mieux ce serait de passer le film. On dit oui, mais on ne peut pas parce que les salles ne sont pas équipées pour qu'on fasse des projections dans les salles de jugement en public. Alors, tu viens dire quels ont été tes contacts avec lui pendant ce temps-là. Dans les comptes rendus de journaux qu'ils joignent pour dire voilà la preuve que Vauthier a été au témoigné. Il y a les journalistes qui disent, et là, René Vauthier s'est tourné vers Roger Garaudy et a dit je ne suis pas d'accord avec toi sur le plan des chambres à gaz, parce que j'ai interrogé des gens qui étaient jusqu'à la porte des chambres à gaz.
Et que dans d'autres films, j'ai les témoignages de... et puis qu'on ne parle pas de ça dans ton film, dans le film que j'ai fait, donc je ne peux pas témoigner là-dessus. Voilà, et ils disent donc Gauthier, à ce moment-là, a dit qu'il n'était pas d'accord avec Roger Garaudy sur le truc. Bon, mais c'est son truc de recherche de faire. Par contre, ce que j'ai dit effectivement, c'est que ça me semblait difficile de faire une loi qui interdit aux chercheurs de chercher ce qui s'est passé, parce que l'écriture de l'histoire, ça dépend aussi beaucoup des gens qui sont au pouvoir. L'écriture des histoires, de l'histoire si les Allemands avaient gagné, ça n'aurait pas été l'histoire du procès de Nuremberg. Et ce que j'ai fait, moi, sur le plan de la guerre d'Algérie, c'est pas du tout ce qu'on enseigne aujourd'hui sur le plan de la guerre d'Algérie dans les lycées et collèges de France et de Navarre. Donc, je peux dire sur ce plan-là qu'il faut faire attention quand on condamne quelqu'un qui a un avis différent sur tel ou tel truc historique, et il ne faut surtout pas interdire les recherches perpétuelles sur ce plan-là. J'ai aussi témoigné avant qu'on accuse Le Pen d'avoir été tortionnaire, et je ne sais pas si on l'aurait accusé maintenant si je n'avais pas témoigné, et si je n'avais pas filmé les témoignages des Algériens qui ont été torturés par lui, et si je ne l'avais pas diffusé. On n'avait pas le droit de parler, non, quand j'ai fait le film. Non, non, mais moi j'estimais qu'on n'avait pas le droit de se taire. Bien sûr. Voilà. Et ton mot d'ordre de goûter les Français hors de France est une des phrases qui reste gravée dans nos livres d'histoire. Ton message demeure donc étrangement moderne et présent. Dame, petite sœur du bout du temps, toi qui fus appelée par les voix du ciel, écoute et entends aujourd'hui celle qui monte du sol de la patrie, et conduis-nous, nous, ces défenseurs, jusqu'à la victoire. À propos de notre détail, il n'est jamais passé sur une chaîne de télévision complètement. Par contre, lorsqu'il y a eu le procès Vidal-Naquet, que Le Pen a fait à Vidal-Naquet, que Vidal-Naquet a gagné. À partir du moment où Vidal-Naquet a gagné, ils ont cherché partout des documents pour pouvoir, et ils ont trouvé ce que j'avais tourné. Alors, ils ont mis des petits, à Canal+, ils ont passé des petits bouts. Le Canard enchaîné m'a demandé des témoignages que j'avais enregistrés d'Algériens qui ont été personnellement torturés par Le Pen. Et à un moment, vous n'avez pas le droit de parler de ça, en 85, et j'ai donc prêté, projeté, devant la 17e chambre correctionnelle, tous les documents, une partie des documents que j'avais sur les Algériens qui avaient été personnellement torturés par Le Pen et qui sont venus témoigner aussi. Et on a eu 60 km d'archives, 60 heures de films qui ont été découpés à la hache, à la cisaille, arrosés de pétrole, ça n'a pas pris. Mais on a sauvé sur les 60 km, on a sauvé 1 km 500, c'est-à-dire à peu près 1 heure et demie qu'on a pu utiliser dans les montages. Les films de ce genre, il fallait organiser leur vision quand ils étaient interdits, que les gens puissent quand même les voir. Et on a eu l'appui d'organisations du Parti communiste, de syndicats, pour la diffusion du film. Et à un moment donné, il y a un gars, qui est un gars que j'aimais beaucoup, et qui a dit, écoute René, dans le film, on traite Jules Mock d'assassin, et Jules, quand il était ministre de l'Intérieur, parce qu'il a fait tirer sur les gens, je dis oui, on avait bien raison, j'ai vu le... Il dit oui, mais maintenant, Jules Mock, il vient de signer l'appel de Stockholm pour l'interdiction des bombes atomiques. Donc, on ne diffuse plus ce film, on le traite d'assassin. Je dis, je regrette, mais moi, si les gens me demandent de le voir, ils le verront. Elle dit, mais c'est pas à toi le film. Je dis non, mais j'en fous. J'ai participé au tournage, il est aux mineurs. Et c'est pas les mineurs qui me demandent de cesser la diffusion. Donc, on continuera la diffusion.
c'était aller contre l'avis officiel de certains responsables. Je dis simplement que sur le plan de la vie d'un film, il a une utilité, mais son utilité reste après. Ce qu'il dénonce, ça continue à exister, même lorsque il y a des gens qui disent « oui, mais il a changé ». Et là, vis-à-vis de Roger Garaudy, j'avais le devoir de dire aussi, on a fait un film, voilà ce qu'il était quand on a fait le film, voilà ce qu'il a vécu. Il est né en 13, c'est-à-dire tout de suite à la veille de la Première Guerre. Ça a été un enfant de la guerre, et il est devenu pacifiste, et il est devenu... et puis, il a changé. Il a eu des positions religieuses successives, différentes, parce que les gens changent, parce qu'il a peut-être, un jour, il y a des gens qui... il a eu à manifester avec un responsable de la LICRA à l'époque, quand il était déporté dans le sud du Sahara, pendant la guerre. Il a été déporté par le gouvernement de Vichy dans un camp au sud du Sahara. Et c'était donc des troupes de Vichy il raconte, sans insister d'ailleurs, mais il dit on a chanté pour l'accueil des autres déportés espagnols qui venaient nous rejoindre dans le camp. Et on est tous sortis des guitounes quand on a appris que les républicains espagnols qui avaient été désarmés à la frontière et qu'on expédiait aussi dans le sud du Sahara. Quand ils sont arrivés, on s'est tous sortis des tentes, tous les détenus résistants sont sortis des tentes et se sont mis à chanter. Et le capitaine vichiste a fait sortir tous les mohasnis, les supplétifs musulmans, et il a fait ranger devant nous. Il leur a dit d'armer leurs fusils, et il a dit je vais commander la mise en joue. Après, il y aura les 3 sommations, et si au bout de la 3e sommation, vous n'êtes pas rentré sous les tentes, si vous restez à l'extérieur, j'ordonne le feu. Et il y a eu les 3 sommations, et après la 3e sommation, le gars a commandé le feu. Et il n'y a pas un musulman qui a tiré. Il n'y a pas un des... Roger Garaudy dit ensuite, mais ça m'a été confirmé par d'autres qui étaient là aussi, il dit, quand on a posé la question à un sergent des mohasnis après, il dit, mais pourquoi il nous aimait? Pourquoi il nous aimait au point de refuser d'appliquer l'ordre de nous tirer dessus, alors qu'ils ont sûrement eu de gros ennuis après pour refus d'obtempérer un ordre. Et le sergent a répondu, mais il ne pouvait pas tirer parce que dans notre religion, il est interdit chez les Kharéjites, donc les trucs du sud saharien, il est interdit de tirer sur un homme désarmé. Donc, ils n'ont pas tiré, c'est tout, quoi. Bon, dans quelle mesure ça n'explique pas aussi la tendance, peut-être, chez Roger Garaudy à devenir musulman? Ensuite, j'en sais rien, mais une histoire de ce genre, quand tu as la vérification de l'histoire, tu ne peux pas l'enlever d'un film. Tu laisses l'évolution, tu expliques l'évolution d'un gars. Non. Voilà, puis, et puis j'aurais pas, si on me demandait d'enlever quelque chose dans ce film maintenant, je ne l'enlèverais pas, parce que c'est un témoignage qui date à une période donnée. Je ne veux pas que n'importe qui puisse les utiliser à sa façon. Ici, on m'a demandé, un jour, il y a eu la visite de Mandela, ici, et Mandela avait été emprisonné pendant 17 ans. Et pendant 17 ans, personne n'en avait parlé, sauf un film qu'on avait fait qui s'appelait Frontline. Et on m'a demandé, le ministère des Affaires étrangères m'a dit, est-ce qu'on pourrait avoir une copie pour l'offrir à Mandela, qui est maintenant président de la République
Et j'ai dit, le film est déposé à la Cinémathèque de Bretagne, et la Cinémathèque de Bretagne l'offrira, avec mon accord, à une cinémathèque d'Afrique du Sud, mais pas des gens qui ont toujours, qui n'ont jamais condamné l'apartheid, en fait. Balthazar Vorster, Premier ministre. Durant la Deuxième Guerre mondiale, militant nazi notoire, il n'hésite pas à assimiler son option politique sud-africaine à l'expérience nationale socialiste hitlérienne et au fascisme italien. C'est l'auteur de toutes les lois répressives qui frappent les populations noires d'Afrique du Sud, notamment le Sabotage Act qui permet d'emprisonner tout suspect pour une période indéterminée. C'est aujourd'hui, aux yeux d'une opinion mondiale amnésique et ignorante, celui que l'on présente comme l'homme du dialogue et de la détente. Le docteur Dietrich, chef de l'État, théoricien du nationalisme afrikaner, idéologue de l'apartheid, a une conception assez particulière du libéralisme. Cette doctrine, disait-il en août 1948, qui préconise les droits égaux pour tous les êtres humains civilisés, est presque la même que l'idéal du communisme. Bien sûr, M. Dredrich se compte parmi les êtres humains civilisés. Ces dirigeants sud-africains, on le voit, sont tout à fait conformes au régime qu'ils servent. Curieusement, ce sont des pays ayant combattu le fascisme et le nazisme qui, par leur veto, les sauvent aux Nations Unies et leur accordent les 6 mois qu'ils réclamaient. Les États-Unis d'Amérique, la France, et la Grande-Bretagne. On a fait un autre truc aussi qui s'appelle le glas. Et c'était au moment où il y avait eu 3 gars qui avaient été, 3 gars de Rhodésie, qui avaient été des militants rhodésiens noirs, qui avaient été condamnés à mort par Ian Smith, le gouverneur, enfin le patron blanc de Rhodésie. Et la Rhodésie faisait à l'époque une partie de la couronne, enfin des territoires de la couronne anglaise, du Commonwealth. Et la reine d'Angleterre les a graciés, a dit il ne faut pas qu'on les exécute. Elle a le droit de grâce sur l'ensemble du Commonwealth. Donc c'était le chef de l'État, Ian Smith, qui s'est mis hors la loi là en disant on va quand même les exécuter. Et il les a exécutés. Et j'ai été faire un film là-dessus. Et puis je suis arrivé, bon, pour tourner des films, on est quelquefois obligé d'avoir des choses un petit peu bidons. Là, j'avais dit, je vais tourner un film sur les réserves d'animaux sauvages en Rhodésie. Bon, quand je suis arrivé là-bas, j'ai été arrêté et on m'a dit, vous allez repartir immédiatement, vous êtes expulsé. J'ai dit, mais je viens faire un film, voilà l'autorisation. Oui, mais nous avons eu des renseignements précis sur vous, fournis par la police française, à notre demande. Alors, vous comprenez que... Et je suis reparti avec un peintre qui était expulsé aussi, et qui était un peintre africain. Et... on s'est retrouvé dans l'avion qui partait donc du Zimbabwe, enfin qui était la Rhodésie, qui est devenu le Zimbabwe au moment de l'indépendance. Et on passait par Alger, et sur Paris et à Alger, je me suis arrêté, et puis j'ai demandé aux gars de faire des crobards, des dessins qu'il avait commencé à faire dans l'avion d'ailleurs. Et puis on a filmé les crobards, j'ai fait un texte là-dessus. Et on a eu un petit film de 8 minutes qui a été commenté par un copain sénégalais. Parce que je voulais une voix africaine pour lire le texte, et puis on a fait une version anglaise aussi. Et le film a été interdit quand on l'a présenté pour avoir un visa à Paris, pour injure à chef d'État étranger. Mais on n'a pas été capable de nous dire si l'injure, c'était parce que dedans, il y avait la reine d'Angleterre en grande tenue d'apparat, et on lui a mis un truc qui sortait de la bouche, et qui disait « Ian Smith is not a gentleman now ».
ou bien si c'était parce qu'on engueulait Ian Smith, qui était... Alors, est-ce qu'on avait le droit d'engueuler un président de Rhodésie qui venait d'être exclu du Commonwealth ou est-ce que c'était parce qu'on engueulait la reine d'Angleterre, mais on n'engueulait pas, on faisait un truc. Bon, et finalement, j'ai dit, bon, on va faire un scandale, parce que le film a eu le visa, il est diffusé en Angleterre, la version anglaise, et c'est le même truc. Alors là, je ne comprends plus du tout. Pourquoi vous refusez Et on a eu le visa. Non seulement on a eu le visa, mais le film a été présenté aux primes à la qualité, et il a touché une prime qui était 5 fois supérieure à son prix de revient. Voilà. Je crois qu'il y a des moments où il faut improviser complètement, c'est-à-dire avec la caméra. Il y a un plan qui n'est pas de moi, mais dans un film que je dirigeais avec Swazik, et là, c'était moi qui étais responsable. Il y a une femme qui raconte comment, comme son mari n'avait pas de boulot, comme ils avaient quitté l'endroit pour aller chercher du boulot ailleurs, et il y avait des gens qui bouffaient à une table et on filmait la femme qui parlait, quoi. Et qui nous disait j'ai craqué, puis lui aussi, et je lui disais toujours, mais va chercher du travail, tu ne te bouges pas assez, il faut que... on vivait loin, on avait dans une caravane camping avec la gosse, et puis j'en pouvais plus, mais lui il ne pouvait plus supporter non plus que je lui dise tout le temps qu'il ne faisait pas les efforts nécessaires. Alors il en a trouvé une autre qui ne rappelait pas tout le temps qu'il était au chômage, puis il est parti avec elle. Et ça a été très, très dur. Paf, et là, elle se met à pleurer. Et moi, j'allais dire à l'opérateur, j'allais lui dire coupe, quoi. Et je vois une tête qui se lève, c'était la tête de la gosse, et qui était sous la table, et qui, voyant sa mère pleurer, se lève, regarde la caméra, regarde qu'est-ce qu'on faisait à sa mère, tu vois, et le gars a continué à filmer. Et tu as la mère et la fille, la mère qui pleure et la gosse qui se demande pourquoi pour eux. Et c'est le plus beau plan sur une rupture familiale qui répondait exactement à ce qu'elle racontait. Tu vois, il n'y avait pas seulement elle, il y avait la gosse, il y avait les... Bon, et évidemment, on a gardé ça dans le film. Mais on me dit, c'est formidable, et il y a même des gens qui m'ont dit, c'était bien de faire sortir la fille à ce moment-là, mais personne ne l'a fait sortir. Elle jouait à quatre pattes sous la table, et puis elle a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, que sa mère, que non, et puis elle est sortie. Ce qu'il y avait d'intelligent, c'était Orobichet, qui était opérateur, là, et qui a continué à filmer, quoi. Alors que on pouvait, il faut quand même pas forcer le truc des gars, ou des gens qui parlent, quand il y a trop d'émotions, il faut, faut mieux arrêter, quoi. On ne fait pas un film pour que les gens tirent leur mouchoir de leur poche. Bon, mais là, elle consent. Voilà, et je crois que c'est ça. En fait, tu fais des choses, en particulier quand tu tiens la caméra toi-même. Mais je ne suis pas un très bon opérateur. Mais il faut quand même essayer de faire les trucs toi-même parce que tu vis avec la personne que tu... avant tu la connais, et ça se sent. Oui, c'est-à-dire qu'ils font, en général, il y a des films qui se font avec, au départ, un schéma tout fait, qui est fait dans un bureau, qui est fait par un truc, et
et moi, je pense que quand tu filmes une situation, tu n'as pas à adapter le film à un schéma préexistant. Tu as à voir dans ce que tu filmes les choses qui peuvent faire comprendre et faire partager la lutte des gens qui mènent une lutte. Mais ce n'est pas à partir de ce qui est défini au départ. L'impulsion même, c'est la lutte qui la donne, le développement de la lutte qui la donne. Beaucoup plus tard, je me suis rendu compte, après d'autres films que je n'avais pas pu faire au moment où je voulais les faire, l'histoire j'aurais voulu tourner, avoir 20 ans dans les Aurès, au moment de la guerre d'Algérie. Je ne pouvais pas à ce moment-là, donc il fallait après les faire sous une autre forme pour montrer qu'à partir de documents, quand on analyse les documents et qu'on les introduit dans un scénario, c'est quand même quelque chose qui se rapproche du documentaire dans la mesure où dedans tu essaies d'introduire des choses que tu as pu faire comme documentaire au moment où ça se passait. Pour avoir 20 ans dans les Aurès, j'ai enregistré 600 heures de témoignages. Pourquoi ? 600 heures de témoignages de gars qui avaient fait la guerre d'Algérie comme appelé ou comme rappelé. Et j'ai mis 10 ans pour faire ça, mais je le faisais dans le train entre Quimper, où on avait du PCB, enfin on avait déjà un petit groupe de production, et Paris. Le train, il mettait toute la nuit pour venir de Quimper à Paris. Et dans le train, je voyais les gens qui avaient une tête à pouvoir, vu leur âge, à pouvoir avoir pu faire la guerre d'Algérie. Et puis je les interviewais. Pourquoi ? Parce que quand au tout début de la guerre d'Algérie, j'avais déjà fait Afrique 50, j'avais déjà été condamné à un an de prison pour avoir fait ce film, et puis le film avait été complètement interdit, on avait des trucs négatifs, si bien que ensuite j'ai tourné des trucs en Tunisie, j'ai été expulsé de Tunisie, parce que j'avais filmé les troupes françaises qui faisaient sauter, et on ne l'a pas dit, c'était 1 an, 2 ans avant l'indépendance de la Tunisie, l'ordre était de faire sauter les maisons des nationalistes. Maintenant, ça se fait ailleurs. Lorsque le film s'est fait, j'ai montré aussi des choses que j'avais tournées du côté des Algériens, aux gars qui allaient jouer dans le film. Donc il y a eu, et je leur ai fait entendre aussi des témoignages de ce qui se disait à l'époque. Et puis après, je leur ai dit, maintenant, je ne vais pas vous diriger. Essayez de vous foutre dans la peau de l'homme, du jeune que vous auriez pu être si on vous avait mobilisé à ce moment-là. Et avec les enregistrements que vous avez entendus, essayez de réagir comme vous pensez que vous auriez réagi. Bon. Et seulement, j'avais aussi les documents tournés côté algérien sur les morts. Il n'y a pas un truc, un mort qui n'est pas vrai dans le film. Il y a des gars qui sont venus me trouver un jour et qui m'ont dit, voilà, nous, on voulait faire un film sur un gars qui rentre en Bretagne et puis qui était tailleur de pierre. Et qui est parti, comme font quelquefois quelques tailleurs de pierre bretons, ils s'en vont tailler des pierres partout, ils font leur boulot, et puis après ils reviennent. Mais là, celui-là, pour nous, il est resté 40 ans à se trimballer, à tailler des pierres un petit peu partout dans le monde, et il rentre, et puis il essaie de voir ce qui a changé, ce qui est resté, ce qui s'est développé, voilà. Et puis, toi, on a lu ton bouquin, Caméra citoyenne, et on s'est dit, au fond, pourquoi il est tailleur de pierre. Le but, c'est de dire qu'il est parti se promener parce qu'il avait envie de connaître le monde, parce qu'il avait envie peut-être d'avoir un boulot qui l'intéressait et qui lui permettait. Et puis quand il revient, pour illustrer ce qu'il a vécu auparavant,
pour un tailleur de pierre, ben, on peut pas aller rechercher toutes les pierres qu'il a taillées. Par contre, toi, avec tes films, on peut avoir des extraits de tes films. Donc, on voudrait faire un film sur ton retour en Bretagne. Bon. Et puis, alors, je dis, mais qu'est-ce que je ferais là-dedans, moi? Il dit, ben, d'abord, tu nous donnerais les films que tu as tournés pour qu'on puisse mettre des extraits. On discuterait avec toi pour savoir. Et puis tu jouerais un rôle qui serait à la fois ton rôle et puis ce qu'on voit, nous, de toi. J'ai dit, bon, ben, on va voir. Au fond, c'est une bonne façon de laisser les jeunes, le gars avait 25 ans, laisser les jeunes faire leur truc comme ça. Alors, on a tourné un film qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui est tourné par un gars qui s'appelle Cortot, et un breton des environs de Rennes. Et puis, ça s'appelle Mémoire des pierres, parce qu'il a gardé le même titre que celui qu'il avait prévu au départ, quoi. Sauf que maintenant, c'est effectivement un cinéaste qui revient au pays, quoi. Et puis à la fin, quand on a fini de tourner, je lui ai dit, mais en fait, pourquoi je reviens? Alors il me regarde comme ça, et puis il me dit, bah, pour mourir. Bon, pour moi c'était un petit peu, en fait, il ne fallait pas que je prenne la place d'autres jeunes qui vont faire la même chose, mais il fallait quand même transmettre, et je rentrais à la fois pour transmettre, et puis parce que j'estimais que j'étais trop vieux, bon. Alors on a discuté avec les gosses, et on a dit, la communication, c'est des choses que vous avez envie de dire, et puis quelquefois, comme vous ne savez pas tout là-dessus, avant de le dire, vous vous renseignez auprès d'autres aussi pour savoir des choses qui vous semblent un petit peu obscures dans ce que vous avez envie de dire, vous voyez ça avec... et puis, bon, ben, ça a toujours été comme ça, il y a des gens qui voulaient dire ou montrer des choses avec des cailloux, ils ont gravé des trucs sur les murs de leur caverne, ça s'appelle des gravures rupestres, et puis depuis, on a essayé de transmettre, soit par le dessin, soit par la voix, soit par le chant, soit par la danse, transmettre quelque chose. C'est ça, la communication, c'est... Et puis les gosses me disent, oui, ou bien par la télévision. Je dis, oui, aussi, maintenant, il faut être moderne, oui, c'est vrai, par la télévision aussi, mais le principal, c'est quand même d'avoir quelque chose à dire. Et puis d'essayer de le dire, si possible, ensemble, si vous avez... Et puis on a fait le petit film comme ça. Et je me suis aperçu que, en fait, c'était le résumé. C'était involontaire, c'est eux qui étaient venus me demander, ou la prof qui était venue me demander d'abord de parler, puis les gosses qui m'avaient dit, ouais, mais alors on va faire un truc ensemble là-dessus. Et on l'avait fait ensemble, et c'est ma fille qui l'avait terminé, c'est-à-dire qu'il y avait déjà aussi la notion de transmission, de métier, de besoin de dire avec d'autres. Et puis je me suis rendu compte que c'est ce que j'avais fait toute ma vie. C'est-à-dire avoir discuté avec des gens qui avaient des choses à dire à d'autres et qui me disaient, si on les met en images, peut-être que ça peut être utile, que les gens comprendront plus vite. Mais pour ça, il faut que le film, les touristes puissent le voir. Et je leur ai dit, il y a un truc qui s'appelle le service public de télévision. Et ici, c'est représenté par France 3. Alors, il dit, ben alors, il faut leur donner le film, et puis leur dire que... J'ai dit, on va leur donner le film. J'ai donné le film à France 3 en expliquant le truc. Et au bout de 4 mois, les gosses m'ont dit, alors, et le film? J'ai dit, ben, on va téléphoner pour voir s'ils l'ont vu. Et France 3 a réexpédié la cassette, et... qui techniquement était parfaitement passable. Elle était meilleure que beaucoup d'autres choses faites par des professionnels et qui passent à la télévision. Et là, c'est revenu, et sans un mot. Et les gosses ont dit, c'est pas seulement sans un mot, mais on avait coincé un petit truc pour voir s'ils ouvriraient, et ils n'ont jamais ouvert la cassette pour regarder le film. Ils n'ont pas regardé. Et ils disent, alors ça c'est dégueulasse.
J'ai dit, ben non, ça fait partie aussi des trucs de communication. C'est qu'il y a des gens qui détiennent les pouvoirs de communiquer, et même quand on fait des choses pour parler aux autres, ben les autres, ça ne leur arrive pas à l'oreille. Là aussi, c'est un problème que vous aurez à étudier, mais alors plus tard, en tant que citoyen. Il dit, mais maintenant, on a des choses à dire maintenant, alors les enfants, ils n'ont pas le droit de dire les trucs. Je dis, c'est le problème. Ça, c'est peut-être à moi de le mettre dans un film aussi, qui élargira le vôtre. Et ils m'ont dit, il faut que tu le fasses. J'ai dit, bon, ben voilà, c'est parti. Et là, on a présenté le film il n'y a pas 8 jours, dans une salle qui s'appelle maintenant la salle René Vauthier. Et c'était à l'occasion de l'inauguration de la salle René Vauthier, l'inauguration officielle, avec le gars qui est responsable du centre régional de documentation pédagogique, où la salle se situe, avec les gens qui travaillent là-dedans. On a projeté le film, on en a discuté avec les enfants qui ont été invités à venir et qui ont vu que quand même, même quand les structures officielles, il faut continuer à faire ce qu'on a à faire. Et puis un jour ou l'autre, ça passe. C'est quand même, ça sert. C'est une vraie histoire de fou. Pas ton pied dans cette merde, ou bien t'y passeras jusqu'au cou. On te foutra une veste militaire, un bout de treillis pour cacher ton derrière, et derrière toi, on claquera la portière. À ce moment-là, plus de machine arrière. Fous pas ton pied dans cette merde, c'est une vraie histoire de fou. Pas ton pied dans cette merde, ou bien t'y passeras juste